Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons un webinaire organisé par monimmeuble.com, achat en VFA, quels sont vos droits et vos recours. Je suis Isabelle Dahan, fondatrice de ce média et je suis accompagnée de deux intervenants qui vont se présenter et nous allons commencer aussitôt ce webinaire qui a commencé avec un peu de retard. Voilà, donc je donne la parole déjà à Frédéric Drouard et ensuite à Aurélie Granier. Oui, donc Frédéric Drouard, avocat associé au sein du cabinet Bouillon-Corfer-Perrault. Nous sommes un cabinet installé à Paris, à Versailles. Enfin, pour les gens qui me suivent, je vais être très bref. Donc voilà, je suis avocat spécialisé en copropriété, construction, gestion locative, et je laisse tout de suite la parole donc à Madame Aurélie Granier qui a la gentillesse de s'associer aujourd'hui à notre atelier juridique. Exactement. Merci Maître Drouard, merci Isabelle d'avoir de m'accueillir aujourd'hui sur cet atelier juridique. Aurélie Granier, donc syndic en applique. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la VFA. Donc, écoutez, on va pouvoir effectivement commencer sur le contenu de réservation si cela convient à tout le monde. Alors, donc par rapport à la VFA, donc la vente en l'état futur d'achèvement, autrement appelée donc vente sur plan. C'est le contrat effectivement par lequel l'acheteur devient propriétaire du sol et des constructions au fur et à mesure de leur édification. Et donc l'achat en VFA, Frédéric pourra effectivement compléter et me confirmer tout ce que je présente aujourd'hui. On repose donc sur un cadre, effectivement, ce contrat de vente en état futur d'achèvement, un cadre juridique très protecteur qui offre effectivement plusieurs garanties. Alors d'abord, dans un premier temps, donc le contenu du contrat de réservation, et ensuite nous pouvons voir donc le contenu de l'acte définitif, donc de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, donc de l'acte authentique. Alors, le contenu du contrat de réservation, donc il est autrement nommé contrat préliminaire. Je ne sais pas si... Avant de partir dans tous les définitions de contrat et tout ça, etc., bon, déjà, rappelez que de tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui peuvent poser des questions parce que c'est le but, c'est un atelier interactif, donc on n'est pas là pour faire un cours. Hein, donc, évidemment, posez vos questions dans les questions et réponses. Ensuite, voilà, donc il faut quand même comprendre un petit peu ce qu'il en est. Hein. Donc, on rappelle que un achat en VFA, c'est un achat sur plan. Hein, donc, on a un appartement témoin, on va visiter un immeuble en construction et on ne voit pas forcément son appartement, en tout cas celui dans lequel on va rentrer. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Ça peut être source de contentieux. Donc, effectivement, avant de signer, il faut quand même se poser quelques questions. Et comme l'a dit Aurélie, donc vous allez avoir un contrat de réservation. Et donc, il va y avoir des clauses qu'il faut lire avec beaucoup d'attention. Dans ce contrat, il va y avoir des plans, des notices descriptives, des prestations aussi qui sont proposées et qui engagent juridiquement le promoteur. Donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est peut-être les pièges à éviter justement pour que vous puissiez ne pas tomber dans des problématiques après de contentieux. Donc, c'est la première étape qu'on va traiter ensemble. Et donc Aurélie va vous en parler et Frédéric reviendra aussi sur les points sensibles de ce contrat de réservation. Voilà, on peut continuer. Merci Isabelle. Voilà, donc effectivement, le contrat de réservation, il est important de bien vérifier
ils contiennent un certain nombre de points, de mentions légales. Donc effectivement, le descriptif complet du bien, la notice technique, donc le descriptif technique, les conditions financières, les délais et les dates clés, le dépôt de garantie, les conditions de rétractation et également les conditions pour récupérer le dépôt de garantie. Donc voilà, c'est un petit peu revenir dans le détail, mais voilà, pour chaque point, je vais me permettre de vous décrire donc les éléments. Donc, bien vérifier la consistance du logement, bien vérifier également la surface habitable. Généralement, elle est indiquée de façon approximative. Également donc l'emplacement du logement dans l'immeuble. Donc tout ce qui en fait est compris dans le contrat effectivement de réservation, autrement appelé donc contrat préliminaire. Et ensuite, donc, la technique, effectivement, qui va pouvoir mentionner la nature et la qualité des matériaux utilisés, type de sol, isolation, chauffage, les finitions qui vont être prévues, et les équipements collectifs de l'immeuble. Dans le contrat de réservation, toujours, vous allez avoir les conditions financières. Donc, le prix de vente prévisionnel, qui est soit en fait ferme et définitif, soit révisable. Également, donc, au besoin, donc, les conditions de révision du prix. Et le prêt, donc, si il y a un crédit qui est prévu, le contrat doit mentionner ce point-là, donc avec les conditions de l'emprunt que vous comptez effectivement solliciter. Également, dans ce contrat de réservation, vous allez retrouver la date de signature, la période à laquelle donc, le contrat chez le notaire va être signé, et également donc, le délai de livraison, donc à savoir la date ou le trimestre sur lequel le logement donc, sera achevé et les clés pourront être, vous seront remises. Par rapport au dépôt de garantie, donc pour pouvoir en fait réserver le bien, donc généralement le promoteur va demander le versement donc sur un compte séquestre, donc un compte qui est bloqué soit chez le notaire, soit à la banque, un montant. Alors, ce montant, en fait, il est de 5% du prix de vente si la vente est signée dans un délai de 1 an. Il est de 2%, donc ce dépôt de garantie du prix de vente, si la vente est signée entre 1 an à 2 ans en termes de délai. Et si le délai excède 2 ans, il n'y a pas de dépôt de garantie. Je continue toujours donc sur le contrat de réservation. Donc, le contrat préliminaire doit également évoquer votre droit de rétractation. Donc, vous allez avoir en fait un délai de 10 jours pour pouvoir changer d'avis sans motif et récupérer votre dépôt de garantie. Et il faut savoir que ce délai court à compter du lendemain de la remise en nom propre ou de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception qui notifie le contrat. Pour terminer les mentions et les éléments prévus au contrat de réservation, vous allez avoir également donc les conditions pour récupérer votre dépôt de garantie. Donc le contrat de réservation effectivement doit préciser quels sont les différents cas de figure pour pouvoir récupérer votre dépôt de garantie. Donc cela peut être le fait de ne pas obtenir votre prêt immobilier, donc non-obtention du prêt immobilier, le prix de vente final qui finalement est supérieur de plus de 5% par rapport au prix prévisionnel. Et voilà, parmi les conditions, il y en a peut-être d'autres. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, c'est de bien lire effectivement la notice descriptive puisque elle justement définit les prestations qui vont être bien réelles de votre futur logement. Et si par exemple on a un élément qui n'y figure pas, cuisine équipée ou que sais-je, eh bien cet élément-là ne sera pas effectivement inclus dans le prix. Je ne sais pas si je poursuis avec l'acte de vente définitif, l'acte authentique. Non, on va faire des pauses là parce que sinon c'est un peu, c'est pas un cours, hein, donc il faut quand même qu'il y ait une interaction. Donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions.
Donc, on verra si on en est déjà là ou pas. Alors, il y a déjà une question là qui est oui. posée. Voilà, donc Frédéric, si tu peux compléter ce qu'a dit Aurélie et voir s'il y a des questions intéressantes déjà à ce stade. Oui, alors, comme l'a dit Aurélie, le contrat de réservation, il y a 3 rubriques en définitive. Il y a la description du logement, surface habitable, l'adresse du logement, etc. Vous avez une deuxième rubrique, ce sont les conditions d'avant, le prix, le mode de paiement, recours à un emprunt, etc. C'est la deuxième catégorie d'éléments. Et la troisième catégorie sont effectivement les travaux que l'acheteur peut décider de réaliser. Ce sont les installations sanitaires dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les toilettes, les revêtements de sol, etc. Il y a un certain nombre de choses qui peut être prévu dans le contrat de réservation en disant ces éléments-là, c'est moi, acheteur, qui les prendrai à ma charge. Donc, ça dépend des contrats de réservation. Il y a 2 points, évidemment, qui sont essentiels dans tout contrat de réservation. Ce sont les garanties, ce qu'on appelle GFA et GFR. La garantie GFA, c'est la garantie financière d'achèvement, parce que effectivement, quand on achète sur plan, donc en l'état futur d'achèvement, la crainte, c'est de dire est-ce que le promoteur est solide? On pense toujours aux gros promoteurs, mais vous avez des promoteurs d'envergure bien plus petite, hein, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de bons promoteurs, mais l'acheteur a besoin d'être garanti sur est-ce que les travaux vont être achevés. Et c'est pour ça qu'il y a, dans tout contrat de réservation, une garantie financière d'achèvement. Et vous avez l'autre garantie qui doit impérativement figurer, c'est la garantie financière de remboursement par rapport à la somme qui est versée au moment de la signature du contrat. Donc, il y a cette double garantie qui doit être vérifiée par l'acheteur. Alors, sur les 5%, et là, on essaie de faire interactif avec… on nous pose une question. Alors, bonjour de Grenoble. Peut-on conditionner de verser les 5% restants à la livraison à la levée des réserves? Faut-il consigner cette somme? Que faire si le promoteur ne donne pas les clés? Voilà. Alors, effectivement, il y a ces fameux 5% qui sont un peu le moyen de pression de l'acquéreur au moment de la livraison, parce qu'au moment de la livraison, il y a 2 types de difficultés qui peuvent se poser. C'est la non-conformité et c'est l'éventuelle existence de désordre. Alors, ça ne recouvre pas la même notion. La non-conformité, le promoteur, le constructeur non réalisateur, CNR, constructeur non réalisateur, est tenu à une obligation contractuelle. Je vous ai vendu ça, je vous livre ça. Si maintenant il y a un problème de conformité entre ce qui a été vendu et ce qui est livré, bien effectivement, il y a la possibilité de conserver les 5% et d'écrire au promoteur. Donc, c'est une mise en demeure avec une demande de mise en conformité. Et si effectivement la mise en conformité s'avère impossible, parce que trop de non-conformité, eh bien à ce moment-là, il y a la possibilité de demander la résolution du contrat de vente, mais on parle de non-conformité importante. Donc, ces 5% en définitive, la personne qui se trouve dans un cas de figure comme ça, c'est de demander au juge de débloquer les 5% pour pouvoir faire éventuellement réaliser les travaux par une tierce entreprise si on n'est pas dans le cas de résolution, simplement de non-conformités qui peuvent être levées. Et le deuxième cas de figure, ce sont les non-conformités. Alors, si on parle de désordre, c'est-à-dire les non-conformités, c'est la responsabilité contractuelle du vendeur, tandis que les désordres sur les éléments d'équipement, sur des fissures, sur différentes choses, etc., on est sur la responsabilité des constructeurs, ce qu'on appelle communément les garanties de parfait achèvement dans l'année de la réception des travaux. Vous avez la garantie biennale pour tout ce qui concerne, je fais de manière très simple, ce sont les éléments détachables de la structure, et vous avez la garantie décennale, ce sont les désordres, puisque tout bien immobilier vendu en VFA dispose d'une garantie de 10 ans pour les désordres, nous dit l'article 1792 du Code civil, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination. Donc, lorsqu'on parle de fissures qui vont se révéler, par exemple, 3 ou 4 ans après la réception des travaux, il faut que ce soit des fissures infiltrantes qui se manifestent par des infiltrations, par exemple dans les logements, dans les parties communes. Si ce sont simplement des fissures qui restent apparentes, on est dans l'esthétique, et là, tous les désordres esthétiques n'entrent pas dans la garantie décennale. Voilà, très brièvement. Donc, pour répondre à la question là tout de suite sur les 5%, oui, il y a la possibilité d'activer ces 5% dans les termes que j'ai indiqués très, très rapidement à l'instant. Il y avait une autre question aussi, c'était une question de Hélène.
sur le dépôt de garantie qui lui a été refusé. Elle n'a pas de chèque, pas de clé à la livraison. Idem pour les autres copropriétaires. Alors, j'essaie de retrouver la question. C'est la dernière. C'est la dernière la dernière qui est dans le QR. Alors, je comprends pas la phrase. La possibilité de dépôt de garantie m'a été refusée. Pas de chèque, pas de clé. En toute façon, il y a un dépôt de garantie que cette personne a évidemment et forcément versé au moment de la signature du contrat de réservation. Je pense qu'on est plutôt dans le cas de figure que j'indiquais. C'est comment bloquer les 5% en cas d'insatisfaction au moment de la remise des clés, j'imagine. De désordre de conformité. Je pense qu'on est dans ce cas de figure. C'est possible. Alors, donc on a parlé donc de cette étape du contrat de réservation. On a évoqué, je ne sais pas si oui, c'était un petit peu ça, de la livraison du logement. Donc le jour de la livraison, donc il faut bien sûr faire, faut être attentif. Hein. Donc il y a une conformité, donc il faut que ça soit bien sûr conforme. Et on va peut-être formuler des réserves. Donc je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette idée de réserve et la valeur juridique de ces réserves qui sont émises lors de la livraison. Est-ce qu'on peut refuser la remise des clés justement si le logement n'est pas conforme? Comment ça se passe concrètement au moment de la livraison? Alors, si effectivement il y a des désordres, mais que globalement, très globalement, le bien peut être réceptionné malgré tout, donc on liste les réserves, et donc là, on est dans le délai de garantie de parfait achèvement, où on va demander dans le délai d'1 an au constructeur de procéder à la levée des réserves, c'est-à-dire tous les désordres qui auront été mentionnés, désordres apparents. Donc on est dans l'apparent, c'est-à-dire que effectivement, il faut se livrer à une remise des clés de manière exhaustive, c'est-à-dire on fait vraiment le tour du logement, on lève le nez à droite à gauche, et tout ce qui est apparent et tout ce que l'on considère comme non réalisé ou pas bien réalisé, on le liste, et ce seront donc les réserves qui devront être levées. Et puis après, vous avez d'autres désordres qui peuvent apparaître postérieurement, mais ça, ce ne sont pas des réserves. Et là, pour que ces autres désordres puissent être considérés comme des désordres engageant la responsabilité du constructeur, là, on est dans la garantie biennale, c'est ce que j'indiquais pour les éléments d'équipement, mais on sera surtout dans la garantie décennale pour tous les types de désordres qui vont se révéler. C'est vrai que depuis la loi Spinetta, on est donc la loi du 4 janvier 1978 qui a instauré le système, on a une présomption de responsabilité des constructeurs. C'est quand même très important. Quand on a un désordre, il y a une présomption de responsabilité, c'est-à-dire que la charge de la preuve est inversée. Voilà. Mais pour ce qui est des réserves, surtout, il ne faut pas aller trop vite, quitte à se faire assister lors de la remise des clés par un professionnel pour que tu sois mentionné de manière exhaustive, parce que le problème, c'est que vous avez des désordres qui sont apparents, qui n'ont pas été mentionnés au moment de la remise des clés, qui ne sont pas mentionnés durant l'année de parfait achèvement, et qui tout d'un coup ressortent du chapeau. Et là, ces désordres-là peuvent être exclus, évidemment, en disant « c'était des désordres apparents, vous n'en avez pas fait mention, nous les refusons ». Donc, c'est là la vigilance. Ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que les délais, la garantie d'1 an, parfait achèvement, la garantie de 2 ans, garantie biennale, et la garantie décennale, par définition décennale, 10 ans, c'est pas au moment de la livraison. Souvent, on confond livraison et réception. Les délais partent à compter de la réception entre le constructeur et les entreprises. Quand on vous livre, les délais ont déjà commencé à courir. Donc, en matière de copropriété, par exemple, lorsque la réception a lieu, elle a lieu entre le constructeur et les entreprises, et que lorsqu'il y a livraison des parties communes au syndic, c'est pas là que le délai part. Il est parti un peu en amont. Donc, il faut être très vigilant sur les questions de délai, et on le voit souvent dans les dossiers. Alors, vous avez des réceptions qui peuvent être express,
et puis vous avez des réceptions qui ne sont pas expresses parce qu'il y a un refus de prendre possession des parties communes avec refus de signer le procès verbal de réception parce qu'on considère qu'il y a trop de réserves, qu'il y a trop de choses. Donc, si la réception n'a pas été prononcée, la garantie des constructeurs, donc 1792 et suivant, biennale, parfaite d'achèvement et décennale, n'ont pas commencé à courir, on est dans la responsabilité contractuelle. Le vendeur n'a pas rempli son obligation contractuelle de construire selon ce que je vous ai vendu. Donc, les régimes juridiques sont différents. Alors, je ne veux pas trop complexifier la chose, mais il faut être vigilant par rapport à ces choses-là. Donc, pour vous, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ce que vous avez à faire, c'est quand vous réceptionnez la fameuse remise des clés, c'est d'être très vigilant et de noter tout ce qu'il y a à noter. Alors, même s'il y a des choses où on vous dit, bah non, c'est pas grave, vous insistez, vous notez. Après, il y a des choses qui seront peut-être pas poursuivies, mais au moins, vous aurez noté ce qu'il y avait, ce que vous… Frédéric, justement, il y a Hélène qui nous dit qu'elle, il y avait une centaine de réserves constatées dans l'appartement qu'elle a acheté et lors de la livraison, et ça a mis plus d'1 an à être réglé. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Voilà, donc c'est des commentaires de copropriétaires qui ont été confrontés à ces situations. On a également Nicolas qui nous dit la présence d'un commissaire de justice en vue de faire un PV de constat des réserves et autres est-elle utile à l'occasion de la livraison? Alors, le commissaire de justice, qu'on appelait avant huissier de justice, oui, il a l'unique intérêt, ce qui n'est pas le moindre, d'être assermenté. C'est un officier ministériel, mais j'allais dire, il n'a pas plus de qualification en matière technique que la personne qui achète. Un commissaire de justice, on a l'habitude de dire que ce sont des yeux et des oreilles, mais des yeux et des oreilles assermentés. Donc, ça permet de prendre date, etc. C'est de dire tel jour à telle heure, moi, maître un tel, je me suis présenté et on m'a fait part des réserves suivantes. Donc oui, s'associer d'un commissaire de justice, oui. Maintenant, si on a après d'autres désordres qui sont un peu plus complexes, on peut aussi s'associer au concours d'un architecte, c'est aussi possible. Voilà, donc Hélène, elle est dans des procédures. Hein. Elle dit qu'elle a acheté son appartement dans les nouveaux quartiers de Bordeaux. Toutes les copropriétés en VFA sont touchées et ils sont en procédure. La livraison a été faite en 2022. Alors, c'est important parce que là, si on est en 2022, on est sur la catégorie des désordres que j'évoquais. Ce sont, à mon avis, les désordres de nature décennale. Ce qui se passe, c'est quand on est en matière de copropriété, donc on a classiquement en copropriété des parties communes et des parties privatives. Donc c'est au syndic de faire des déclarations de sinistre entre les mains de l'assurance dommage-ouvrage. Vous avez une assurance dommage-ouvrage qui est l'assurance qui est censée payer sans bénéfice de discussion, mais lorsque cette assurance dommage-ouvrage reçoit une déclaration de sinistre pour les parties communes par le syndic, elle mandate un expert, lequel expert se rend plus sur place, établit un rapport, et c'est sur la base de ce rapport, l'assurance va dire je me prends en charge en totalité, je prends en charge partiellement ou je ne prends pas en charge. Donc s'il y a des litiges sur la prise en charge des désordres, et très souvent il y a des refus de prise en charge qui ne sont pas justifiés ou des prises en charge qui sont accordées de manière partielle alors qu'on parle de remise en état totale, dans ce cas de figure, comme on a un refus de l'assurance dommage-ouvrage et qu'il y a un blackout, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver un accord, eh bien, il faut saisir le juge des référés du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, donc là, pour Hélène, Bordeaux, et puis chacun dans le lieu où il habite, pour demander la désignation d'un expert judiciaire. Mais le préalable, on ne part pas en expertise judiciaire sur la base de désordre de garantie décennale avant d'avoir suivi donc le process, qui est donc la déclaration de sinistre, la position de l'assurance dommage-ouvrage, et donc, en cas de refus, on va devant le juge des référés. Je parle pour les parties communes, mais les désordres en partie privative, eh ben, il faut que les copropriétaires les signalent, parce que le syndic, encore une fois, lui, il est garant des parties communes et pas des parties privatives. Donc, vous pouvez avoir des désordres qui se matérialisent uniquement en partie privative, mais on est, voilà. Donc, je suppose qu'Hélène, 2022, désordre, beaucoup de copropriétés, et là, c'est même pas que je suppose, c'est évident, elle est en expertise judiciaire, il y a un expert qui a dû être désigné, les expertises doivent suivre leur cours, mais à la lire, visiblement, il y a des désordres d'une ampleur assez conséquente. Oui.
Alors, on a Judy qui nous pose la question, peut-on réceptionner les parties communes avec le syndic et faire noter les réserves? Alors, je vais laisser un peu Aurélie la parole parce que là, je suis trop bavard. Merci Frédéric. Donc effectivement, pour répondre à cette question, le syndic effectivement a un rôle important lors de ce passage d'une coquille vide à un immeuble qui sort de terre entre guillemets. Donc au moment de la livraison du jour J, effectivement, le syndic va inspecter les parties communes en présence du promoteur. Il est possible aussi pour le syndic de se faire assister, donc comme le disait Frédéric, par un architecte ou un bureau de contrôle pour effectivement pouvoir détecter ces vices qui ne se voient pas forcément à l'œil nu. Et donc, le syndic va pouvoir également signer le PV de réception et y inscrire effectivement les réserves, donc les potentielles malfaçons, les finitions manquantes, des équipements qui ne seraient pas fonctionnels, effectivement. Et pour aller un petit peu plus loin, voilà, le syndic a un rôle important aussi effectivement dans la mise en service de l'immeuble. Il va donc souscrire tous les contrats nécessaires, les compteurs d'eau, les compteurs d'électricité, souscrire les contrats d'entretien également donc liés à l'ascenseur, aux ascenseurs, au nettoyage, à la sécurité, aux incendies. Il va également souscrire donc les assurances nécessaires, donc l'assurance multirisque immeuble, et ceci donc dès le jour de la livraison. Il va récupérer également auprès du promoteur un certain nombre de documents techniques, donc voilà, bien s'assurer que l'ensemble des éléments soient présents. Donc le DOE, dossier d'ouvrage exécuté, et le DOI, UO, dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Et donc ces dossiers en fait vont contenir les plans, les notices techniques qui vont être importantes pour la maintenance future de l'immeuble. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la... Alors, il y a une remarque de Hélène. Hélène est très active sur le chat aujourd'hui. Je vais te remettre... donc, elle alors, j'arrive plus à remettre le micro. Donc, elle exprime quand même sa méfiance, Hélène, sur le premier syndic désigné par le promoteur. Ça, on en avait déjà parlé, Frédéric. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ça, c'est un point important parce qu'effectivement, ce que font les copropriétés, généralement, c'est de faire le choix de porter leur choix sur un autre syndic que le syndic de base qui est désigné, parce que effectivement, pour des grands promoteurs qui ont recours à des syndics assez récurrents, on peut penser qu'il pourrait y avoir une proximité, pour pas, voilà, j'utilise le mot haïtien, une proximité entre le syndic désigné par le promoteur et donc le promoteur. Donc, effectivement, s'il y a des désordres sur partie commune, il vaut peut-être mieux cloisonner avec un syndic qui n'a rigoureusement aucune proximité, aucun lien en tout cas avec le promoteur, qui sera beaucoup plus libre, j'allais dire, pour agir et procéder à des déclarations de sinistre. Voilà. Mais il y a un point quand même que je voulais préciser, parce que si je vois Judy Ray qui met « Peut-on réceptionner les parties communes avec le syndic et faire noter les réserves ?» C'est ce que j'indiquais. Il ne faut pas confondre la réception et la livraison. La réception, c'est qui fait partir, parce que c'est vraiment important lorsqu'on est en bout de délai, hein, surtout. La réception, c'est le constructeur avec les entreprises, il réceptionne les parties et boum, les délais partent à ce moment-là. La livraison, c'est le constructeur qui va remettre les parties communes au syndic, c'est la livraison. Puis après, il y a la livraison des appartements. Mais la réception qui juridiquement fait partir les délais, elle est antérieure. Donc, c'est important, si on a des actions à mener, c'est effectivement le document. S'il y a un document à avoir en main, c'est le procès-verbal de réception signé par le constructeur, les entreprises, éventuellement le maître d'œuvre, et qui fait partir les délais. J'ai vu, moi, des dossiers dans lesquels, malheureusement,
il y avait confusion et les délais étaient malheureusement expirés. Voilà, donc il faut vraiment faire le distinguo, j'insiste, hein, je suis redondant et même lourd, entre réception et livraison, ce n'est pas la même chose. D'accord. Alors, au niveau de l'élection du conseil syndical, on a une petite question de Nicolas. Il nous demande à quel moment se passe cette élection du conseil syndical. Parce que là, on avait Hélène qui nous disait qu'il n'y avait que 1 ou 2 membres dans le conseil syndical, en ce qui l'a concerné. Alors, je vais laisser Aurélie là s'exprimer parce que… Merci Frédéric. Donc effectivement, dans ce cas de figure, le syndic, donc, comme le disait Frédéric, est provisoire. Donc il est effectivement désigné en fait par le promoteur dans le règlement de copropriété. Et cette élection des membres du conseil syndical va avoir lieu en fait au moment de la première assemblée générale. Donc effectivement, dans cette optique-là, le syndic provisoire va pouvoir mettre à l'ordre du jour finalement sa propre succession ou son renouvellement. Et effectivement, à ce moment-là, vont être désigner les membres du CS, les membres du conseil syndical qui effectivement donc contrôlent entre guillemets la bonne gestion du syndic. Ok, bon. Rien à ajouter, Frédéric, par rapport à… Mince. Souvent, il y a des difficultés avec le syndic provisoire parce que les copropriétaires considèrent que, avec ce lien, etc., leurs intérêts ne sont pas défendus. Alors, évidemment, quand on est copropriétaire, on est propriétaire d'une partie de manière indivise des parties communes et puis on est propriétaire de ces parties privatives. Donc, on le voit dans les faits, si pour enlever toute difficulté et toute suspicion, en tout cas à ce sujet-là, c'est lors de la première assemblée générale qui doit se tenir dans l'année, on désigne un nouveau syndic qui n'a aucun lien. Et ce nouveau syndic, évidemment, la première chose qu'il va faire, c'est se faire remettre les pièces de la copropriété. Alors, l'historique, il ne sera pas bien vieux parce que généralement, c'est au bout d'une année que ça se passe. Mais parmi ces pièces, c'est toutes les pièces qui sont liées à l'opération de construction, au rang desquelles figure donc ce fameux procès-verbal de réception. Il y a d'autres documents, mais le procès-verbal de réception. Et donc, à partir de ce moment-là, le rôle du syndic avec le concours du conseil syndical va bien regarder les dates, etc. Et si il y a des désordres, c'est les faire lister. Alors là, on parle on fait donc le distinguo entre les réserves qui sont non levées et qui doivent être levées par le promoteur. Et puis après, vous avez d'autres désordres qui sont hors réserve. Mais pour ce deuxième type de désordre, on le voit souvent, par exemple, dans des copropriétés, des immeubles où vous avez des fissures, des coulures qui apparaissent, alors très disgracieuses, en bas des balcons, notamment long des façades, etc. Et les copropriétaires disent, on a acheté du neuf, regardez au bout de 2 ans ce que c'est déjà sale, ça coule, il y a des petites fissures, etc. Avant de se lancer dans des procédures et autres, alors là, pour le coup, il faut absolument s'associer le concours d'un architecte qui, lui, désordre par désordre, va indiquer si ce désordre est, ce que j'indiquais, de nature décennale ou pas. Tout ce qui est coulure, tout ce qui est ce type de désordre d'ordre esthétique, même si, bon, ça peut illustrer la qualité ou la qualité plutôt déficiente des travaux qui ont été réalisés, n'empêche que ces travaux, ça relève de l'esthétique. On ne va pas partir en judiciaire sur du désordre qui ne revêt de toute façon pas la nature de désordre de nature décennale. Donc, c'est le concours. Souvent, alors je l'ai vu aussi dans des copropriétés qui sont gérées ou par la voie coopérative ou par des syndics bénévoles qui se lancent dans des procédures un peu rapidement. Mais avant, il y a un travail en amont à faire et s'associer absolument l'architecte dont on rappellera jamais qu'une copropriété bien gérée est aussi et surtout une copropriété assistée et épaulée par un architecte. Particulièrement aujourd'hui sur notre thématique. Alors, on a encore des remarques ou des questions. Donc Hélène nous précise que sa première assemblée générale a été réalisée dès la réception de l'immeuble, et cela 3 mois avant la livraison des appartements. Bon.
Voilà, donc forcément, il n'y avait personne à cet âge, hein, j'imagine. Alors, il y a quand même là un point, parce que quand on parle de copropriété, il y a quand même des gens qui ont des qualifications. Alors, je reviens sur l'architecte qui est là pour le coup, c'est le poste essentiel. On met, je vois une question, enfin une phrase en tout cas, suite, pas un architecte, un expert en construction. Alors, donc ça c'est quelqu'un qui est anonyme et qui met des messages, donc je ne les ai pas supprimés, mais bon, c'est quelqu'un qui a un parti pris et bon, voilà, on va le laisser parler. Là, pour le coup, je vais quand même donner mon avis. Un architecte, c'est quelqu'un qui est diplômé des PLG, des A, qui a des qualifications dont on ne peut évidemment pas remettre en question. Ce qu'on appelle expert en construction. Alors là, par contre, j'aurais dire tendance à se méfier parce que sous le vocable expert en construction, j'allais dire ça peut regrouper beaucoup de choses ou pas grand-chose. Donc, les experts en construction, on voit des papiers en tête. Moi, je le vois en expertise judiciaire, des documents qui circulent avec des experts en construction. Mais quand on regarde, on ne sait pas d'où ils sont diplômés, on ne connaît pas les qualifications véritables, etc. En matière de construction, suivant le cas, vous avez l'architecte, vous pouvez avoir des ingénieurs structures, des BET, des bureaux d'études techniques. Tous ces gens-là ont des qualifications, mais les experts en construction sont comme les experts en restauration, les experts en coiffure, etc. On est coiffeur, on est restaurateur, on est quelque chose. Voilà, mais défendons quand même ces corporations qui sont diplômées. Bon, merci Frédéric d'avoir relevé ça. On a Nicolas qui demande si un syndic provisoire peut être élu président de séance à l'occasion de la première assemblée générale de copropriétaires qui nomme un nouveau syndic. Est-ce qu'un syndic provisoire peut-il être… Alors déjà, le syndic, il est secrétaire de séance, mais il n'est pas président. Dans une assemblée générale, vous avez un secrétaire qui est généralement le syndic. Un copropriétaire pourrait endosser les fonctions de secrétaire, mais quand il n'y a pas de difficulté, c'est le syndic qui comptabilise les votes, etc., qui établit la feuille de présence, les procès-verbaux, etc. Vous avez après le bureau, scrutateur et président. Mais ça, ils sont choisis parmi les copropriétaires. Donc non, le syndic provisoire n'est pas président de séance. D'ailleurs, on fait toujours des passerelles dans nos ateliers, mais une assemblée générale, on rappelle, mais je vais être très bref là-dessus, ce n'est pas le syndic qui est secrétaire de séance qui mène les débats, c'est le président ou la présidente qui est désigné. Hein, on rappelle. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions ? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur ce qu'on aurait pu préciser encore sur cette thématique? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des cas, vous, peut-être des exemples? Toi, Frédéric, des dossiers sur lesquels elle était intervenue. Aurélie, peut-être dans son expérience, ce qu'elle a connu aussi sur ces sujets-là. Peut-être nous faire quelques petites petit retour d'expérience. Alors, j'interviens sur beaucoup de dossiers en matière de construction. Je fais beaucoup de dossiers d'expertise. Donc, quand l'expert judiciaire est désigné, donc il y a des déclarations de sinistre avec refus de l'assurance dommage ouvrage, on part en expertise judiciaire. Il y a des réunions d'expertise qui sont tenues au contradictoire. Alors, quand moi j'assigne pour le compte d'un syndicat des copropriétaires, j'assigne le constructeur et l'assurance, et après, ces deux-là peuvent faire les appels en garantie vis-à-vis des entreprises, mais la copropriété, je veux dire, ça ne la concerne pas au premier chef. Ce qui la concerne, c'est le constructeur, l'assurance. Donc, il y a un expert qui est désigné, des réunions d'expertise qui ont lieu. Alors, suivant les dossiers, ça peut être plus ou moins long parce que suivant l'ampleur des désordres, suivant les appels en cause qui sont faits, etc., etc. Et à l'issue de ces opérations d'expertise judiciaire, donc le tribunal n'est pas saisi là. Il a été saisi pour nommer un expert, mais une fois qu'il l'a nommé, le tribunal n'est plus saisi. Et à l'issue des opérations d'expertise, il y a un rapport qui est déposé. Et au vu de ce rapport, on essaye de trouver une solution transactionnelle avec le constructeur des assurances. Et très souvent, ça arrive, mais quand même assez souvent, même très souvent, il n'y a pas d'issue possible. Donc, on a signé ce qu'on appelle en ouverture de rapport. Et sur la base du rapport d'expertise judiciaire, on demande les condamnations des uns ou des autres à différentes condamnations. J'apporterai une précision parce qu'il y a beaucoup de… J'ai été contacté plusieurs fois, mais je sais que je ne suis pas le seul, en matière de garantie décennale, des procédures qui sont lancées en bout de garantie décennale. Attention, vigilance, parce que quand bien même on assigne
en tout bout de garantie décennale, on pourrait dire, bon, je suis à l'intérieur du délai de 10 ans, mon action, à défaut d'être fondée, ça on en discutera après, elle est recevable, j'ai assigné avant l'expiration du délai de 10 ans. Mais quand vous êtes en tout bout de garantie décennale, on peut vous opposer, il y a de la jurisprudence là-dessus. Le constructeur et les assurances, généralement c'est l'assurance qui soulève surtout cet élément, parce que c'est elle qui au bout du compte est amenée à payer, c'est de dire, vous m'avez assigné en tout bout de garantie décennale, mais moi, au moment où j'étais assigné, je n'ai pas pu faire mes appels en garantie, vous m'avez privé des recours éventuels. Donc, c'est aussi le rôle des syndics, le rôle des conseils syndicaux, en regardant les immeubles et de se poser des questions, si à un moment donné, il y aurait des actions à faire, c'est de les faire suffisamment à l'avance pour que ces questions, c'est déjà suffisamment compliqué sur la nature des désordres et de dire, est-ce que ce sont des désordres de garantie décennale, pour faire l'économie d'autres débats en disant, est-ce que l'action est recevable parce qu'à l'intérieur ou à l'extérieur du délai de 10 ans, etc. Voilà, très brièvement. Alors, je fais très rapide parce qu'on est malheureusement pris par le temps. Et Aurélie, j'imagine, a des situations de vécu à faire part. Voilà, donc on va demander à Aurélie son retour d'expérience également. Oui, alors effectivement, par rapport aux charges potentiellement qui peuvent être trop élevées, il arrive en fait qu'il y ait des erreurs dans les calculs de tantièmes. Et donc, effectivement, les tantièmes, on va les retrouver donc, dans le règlement de copropriété, état descriptif de division, et le calcul des codes-parts, effectivement, de charges, il peut arriver qu'il soit erroné. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, on active des leviers, des démarches, donc une action voilà, en révision de la répartition donc, des charges est possible en fait à ce moment-là. Donc voilà, sur ce point-là, ce que je peux ajouter. Ok. Bon. Alors, peut-être je remets ça. Frédéric, un petit commentaire sur les charges trop élevées, peut-être? Tu as déjà constaté ça aussi ou pas? Les charges trop élevées, c'est-à-dire que c'est un des arguments de vente du promoteur. Évidemment, c'est de faire une projection. Les gens achètent en disant voilà, j'achète ça, vous aurez ça. Et se pose la question des charges. Évidemment, quand on achète dans le bâti, on a les PV d'Assemblée Générale, on a accès à différents documents qui montrent, sur la base du budget prévisionnel des années précédentes, des appels travaux qui ont été votés, ce qu'on sera amené à payer, etc. Donc, on a un visuel, ce qui n'est pas le cas, effectivement, en matière de VFA. Donc, on vous vend, quand je vous vends, on vous vend avec les guillemets qui s'imposent, notamment, c'est un argument de vente, évidemment, faible charge de copropriété, trimestriellement, il faut compter une somme de X euros. Et on s'aperçoit dans les faits que les sommes qui sont indiquées le sont à titre tout à fait indicatif. Alors, il peut y avoir des erreurs dans les règlements de copropriété, mais sans parler d'erreurs, c'est simplement des budgets prévisionnels qui n'ont pas été imaginés dans le détail parce que la vie de la copropriété n'a tout simplement pas démarré. Alors, la question, c'est de se dire, est-ce que ce serait un motif de réduction de prix, de résolution de vente? Si vraiment on va au bout, la réponse est non. Il faudrait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais au moment de l'achat, c'est vrai que les appels trimestriels, on vous dit, voilà, vous aurez tant par trimestre, il faut les prendre comme on vous les présente, c'est-à-dire c'est une fourchette. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Hélène qui nous dit qu'elle a des gros problèmes avec les terrasses ouvertes non étanchées par le promoteur, ce qui entraîne des dommages, pas pris en charge par la décennale. Alors, sur la non-étanchéité, il faut voir contractuellement dans le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières, ce qui était prévu, parce que vous avez l'étanchéité des terrasses, vous avez des obligations légales et vous avez des obligations qui peuvent résulter des documents techniques. Donc, il faut voir ce à quoi le constructeur s'est engagé vis-à-vis de l'acheteur. Mais ça, c'est très brief. Je ne peux pas répondre là dans le détail, etc. Mais ça peut être, comme ça peut ne pas être, réponse de Normand pour le coup, des ordres de garantie décennale. Mais si effectivement les terrasses n'en doivent pas être
l'étanchéité des terrasses, elle est très moindre que l'étanchéité d'autres éléments. Donc, si effectivement, c'est pas prévu dans le CCTP, à mon avis, voilà, mais il faudrait voir ça dans le détail, parce que j'ai des dossiers comme ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup de questions. Ok. Bon, alors, il y a Nicolas qui revient sur son histoire d'élection de syndic provisoire. Alors, donc, tu lui as répondu, hein, il me semble, à Nicolas. Mais il insiste un peu, il dit en d'autres termes, l'élection d'un syndic provisoire comme président de séance viole-t-elle l'un des dispositifs d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ? Mais j'imagine mal comment un procès-verbal d'Assemblée générale peut être édité en indiquant est élu en qualité de président monsieur ou madame Untel, donc qui serait le syndic, et secrétaire de séance, encore le même représentant du syndic. Non, ce sont deux fonctions différentes. Donc, c'est pas possible. On peut pas avoir ça. Voilà. Quand les gens disent quelque chose, c'est qu'ils l'ont vu. Ah oui, bon, bah, oui, mais donc c'est pas, voilà. Donc, est-ce qu'on peut, du coup, faire une action pour annuler l'AG ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose voilà. Il faudra se poser la question, effectivement, de demander l'annulation de l'Assemblée générale. Mais à ce moment-là, là, on rappelle les règles. C'est dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal. C'est-à-dire que, est-ce que Nicolas en question est toujours dans les temps pour… voilà. On est peut-être arrivé au terme, ou doucement au terme. C'est pour ça que je me permets, Isabelle, de rappeler que dans alors surtout cet atelier qui était un peu chaotique au niveau des qualités de la technologie, j'allais dire aujourd'hui, il y a la possibilité pour tous les adhérents de prendre contact avec le site Mon Immeuble et de poser des questions qui me sont adressées, et je peux plus aller dans le détail de telle ou telle problématique pour un tel ou un tel qui m'appelle. Là, on essaye de faire un peu plus général parce que bon, on peut pas aller dans toutes les situations en 1 heure. Hein. Voilà. Donc effectivement, même si on a pris un peu de retard au début, il faut quand même qu'on finisse à peu près dans les temps, parce qu'après vous allez déjeuner. Non. Donc je vous remercie tous d'avoir tenu le coup malgré tous les aléas. Et ma foi, c'était plutôt de ma faute cette fois-ci, donc, mais je n'étais pas en capacité de comprendre quelle était l'origine du problème. Donc on a fini par y arriver tant bien que mal, avec quelques petits coupures aussi, vidéo, écran et autres. Donc j'espère que l'enregistrement ne tiendra pas trop compte de ces coupures, puisque pour vous ça a été à peu près bien. Donc j'en profite aussi pour vous souhaiter à tous une très belle et bonne année 2026, puisque c'est le premier atelier de cette année nouvelle que nous avons organisé ensemble, et j'espère que les prochains ateliers seront un peu plus zen. Et donc je rappelle, comme l'a dit Frédéric, que vous pouvez vous abonner au club MI+, qui est un abonnement payant à l'année, pour avoir un espace membre avec des informations et des éléments exclusifs, mais surtout la possibilité d'envoyer des questions à Frédéric Drouard, qui vous répond par téléphone, et également des consultations juridiques trimestrielles. Et d'ailleurs, je rappelle pour ceux qui sont abonnés que c'est complet, et que les consultations de ce samedi, non, c'est ça, hein, je crois que c'est ça. Voilà, donc tous les créneaux ont été réservés. Donc soyez attentifs quand on vous envoie des messages et des emails, pour bien réserver votre place tant qu'il est encore temps, parce que ça part vite, et puis Frédéric est très sollicité. Donc on le remercie encore pour être à nos côtés cette année. Voilà, donc il continue avec nous à vous accompagner. Il anime aussi un certain nombre d'ateliers juridiques avec moi. Donc aujourd'hui, on avait à nos côtés Aurélie Granier. Donc elle a aussi, c'était une première expérience pour elle. Elle a aussi contribué à vous répondre, et puis à nous informer sur ce sujet.
Donc, ce qui va se passer après, on mettra ça sur YouTube. Donc, c'est une vidéo qui sera consultable par tout le monde. Et je ferai un article qui sera associé à la thématique où vous retrouverez d'ailleurs les questions et les réponses aussi de nos intervenants d'aujourd'hui. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a quand même plu, que malgré tout, vous avez eu il y a eu une belle interaction aujourd'hui. Il y a eu pas mal de questions, donc je pense que c'est quand même un sujet. Alors, c'est un sujet qui ne concerne pas tout le monde. Hein, c'est pour ça qu'on n'était pas très nombreux non plus ce matin. Tout le monde n'achète pas en VFA, hein, donc c'est quand même une particularité. Mais pour ceux qui étaient concernés, je pense que vous aviez pas mal de questions. Je pense que vous avez compris l'essentiel du message. Tout va bien. On est en fin d'atelier. Avant que ça rebloque, je vous dis au revoir à tous. Merci. Hein, bon appétit. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle année encore. Et puis on aura l'occasion de se revoir et de se recroiser dans les pages de monimmeuble.com, bien entendu. Et puis également sur un certain nombre de salons, puisqu'on sera présent à Paris encore pour le salon de la copropriété en novembre prochain, mais également en région. Et il y a beaucoup de salons en région, donc salon Solucop et d'autres salons organisés par les syndicats professionnels. Donc pour tous ceux qui sont en région, vous aurez peut-être l'occasion de nous croiser sur ces beaux salons et on salue les organisateurs. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.